Bonjour, dans cette petite vidéo, je vous invite à découvrir un peu le monde des organisations dialogiques. Alors, ça sera le premier épisode d'une petite série. Et en fait, c'est tout un tas de trucs et d'astuces et surtout un état d'esprit pour basculer du changement prescrit au changement génératif. Et en fait, Dieu sait que c'est très utile dans nos transformations agiles pour qu'elles perdurent, parce qu'aujourd'hui, on subit quand même trop l'agilité par des conduites de changement descendantes et qui ne restent pas. Alors, en fait, c'est très lié aussi quelque part aux approches narratives. Ce qu'on va aller chercher en fait dans les organisations dialogiques, c'est de permettre aux personnes et à tout le monde non plus d'être simples acteurs du changement, puisque quand on est acteur du changement, on nous a déjà écrit le scénario, mais que tout le monde redevienne auteur en fait de ces évolutions de sorte d'organisation. Donc finalement, de passer des conduites de changement où on ressort de là pas hyper en forme, d'aller vers des conduites de changement qui vont être portées par les personnes, qui vont être génératives et qui devraient perdurer dans le temps. Donc voilà, il va y avoir, je vais vous présenter les deux cycles qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce qu'on appelle la voie diagnostique, celle du changement prescrit, qui est malheureusement trop connue. Et puis je vais vous emmener un petit peu dans la voie dialogique. Vous présenterai les grands axes. Puis dans les épisodes suivants qui viendront de début 2023 ou sur le premier trimestre 2023, je vous emmènerai dans le détail en fait, donc comment je fais pour réussir à mettre en œuvre tout ça. Alors, la voie diagnostique, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai trop subi quand j'étais notamment dans mon entreprise avant d'avoir monté Rupture 21. Et en fait, c'est quelque chose c'est un rythme en fait de transformation qui s'opérait à peu près tous les 3 ans. Tous les 3 ans, ça correspondait à peu près à la période où on avait un nouveau grand chef en fait qui arrivait, comme si c'était à peu près ouais, la durée d'obsolescence programmée de ces gens-là. Et en fait, quand ils arrivaient, ils commençaient par dire qu'il y a un problème, encore un problème, encore un nouveau problème, puis passer du temps à le définir, ce problème, ce qui crée une ambiance quand même, quelque part, assez sympathique. Et derrière, on déclenche du diagnostic. Alors, le diagnostic, moi, dans ce que j'ai pu connaître, c'est qu'on voyait débouler une armée de Men in Black et pendant 2 voire 3 mois, éplucher tout le monde, faisait des audits de l'inspection, etc pour mouliner après toutes ces informations, toutes ces datas quelque part, et donc remettre une belle copie au top management, des beaux slides, etc., qui soudainement, en fait, avaient une vision de là où il faut aller, essayer de la communiquer. Alors malheureusement, ce que je vois encore aujourd'hui, c'est ce top management qui communique des visions, puis les collaborateurs qui comprennent pas, le management qui revient communiquer, les collaborateurs qui ne comprennent pas, le management qui se plaint que les collaborateurs ne comprennent pas, et ainsi de suite. Donc, perte de sens et donc après, on va dire que les gens sont pas motivés, etc., quoi. Mais bon. Et derrière ça, évidemment, quand c'est des entreprises très sérieuses, c'est qu'une fois qu'on a créé cette vision, ben, on va planifier une implémentation. Donc, planifier une implémentation, on sort tout le gros bazar avec de la direction de programme, comitologie, des équipes avec des task force, etc. Et puis, on va dérouler tout ça. Donc, on déroule l'implémentation. Puis, comme il faut être très sérieux, évidemment, on va mettre tout un tas de contrôles en place pour que ça fonctionne hyper bien. Voilà. Donc voilà les petites étapes, hein. Définir le problème, diagnostiquer, créer la vision, implémenter un déroulé quelque part avec tout ce qu'il faut comme comitologie, les task force, voilà, et puis le contrôle. Et puis on va recommencer ça tous les 3 ans. Et là, on est dans du changement prescrit, voilà, évidemment. Et ça laisse des traces et les gens que je rencontre en ont assez de ce genre de dispositif. Donc là, aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous emmener sur la voie dialogique. Alors, en toute honnêteté, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 3 4 ans, alors que je le pratique depuis très longtemps. Voilà, donc je vous donnerai des références après. Juste pour vous faire peur, en fait, ça s'appuie en fait sur pas mal de principes ou de théories du constructionnisme social qui a commencé à émerger dans les années 50 par des sociologues, psychologues, ethnologues, etc. Mais quelque part, c'est des gens, ils en sont venus à une conclusion en nous observant que le meilleur outil qu'on ait nous, être sociaux, pour co-construire quelque chose, bah, c'est le dialogue. Donc des dialogues constructifs, des dialogues structurés, pour que ça fonctionne bien. Donc l'idée de la voie dialogique, c'est de recréer en fait des espaces de dialogue, évidemment, bien préparés pour que bah, les personnes puissent
construire ensemble. Donc, construire ensemble, c'est socialement, en fait, leur avenir, quelque part. Alors, on va descendre dans les différentes parties de la voie dialogique. On va y aller plus doucement ce coup-ci. Alors, on commence donc dans la boucle précédente, on était là à déclarer qu'il y avait un problème, ça allait pas, ça marchait pas, etc. Ici, on va être dans une autre approche. On va clarifier qu'il y a un changement adaptatif à opérer. Donc déjà, moi, ça me séduit beaucoup plus parce que changement adaptatif, ça veut dire qu'on est en train d'évoluer. Et si on n'évolue pas, évidemment, on va péricliter, voire disparaître. C'est l'évolution humaine, c'est l'évolution de la vie, etc. Donc, on va parler de changement adaptatif. Et vous voyez, je vous donne quelques petites pistes avant. Adaptatif, agilité, on n'est pas loin aussi. On va voir qu'on trouve beaucoup de traces d'agilité, de vraie culture agile dans toute cette histoire-là. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on parle de clarifier le changement adaptatif. Donc d'arrêter avec des choses abstraites, mais de clarifier dans des micro-détails, en fait, vers où on veut aller. Voilà. Et donc, c'est là, je peux vous déjà donner une info, quoi, c'est qu'on utilise, nous, tout un tas de techniques qui viennent du monde de la thérapie brève, du coaching bref, avec des questions puissantes, etc., pour aider, en fait, les personnes qui veulent aller vers le changement génératif à apprendre à clarifier ce qu'ils veulent et à chasser les abstractions. De sorte qu'une fois qu'on a clarifié vraiment le changement adaptatif à opérer, l'idée de ces stratégies-là, c'est d'engager un maximum de personnes, puisqu'on est dans du constructionnisme social, pour pouvoir vraiment fabriquer le monde de demain. Et donc pour ça, on ne va pas forcer les gens, on va changer d'optique, on va les inviter. Donc on va apprendre à formuler une invitation attractive en fait. Et ça aussi, c'est pas simple. Et là, nous on utilise beaucoup de techniques qui viennent du host leadership. Donc je vous donnerai aussi des références tout à l'heure, puisque le host leadership, la posture d'hôte, donc dans celle où on est en train d'inviter des personnes et d'arrêter de les forcer, va être extrêmement utile pour cette partie-là. Et une fois qu'on a formulé une invitation attractive pour essayer d'embarquer un maximum de personnes, on va embarquer toutes ces personnes dans ce qu'on appelle des espaces génératifs de créativité et d'engagement. Donc, c'est des espaces qui vont être facilités d'une façon particulière ou via des dialogues qui vont être structurés. Donc, c'est là qu'on peut utiliser des techniques aussi qui viennent du monde du solution focus. On peut utiliser, moi j'utilise beaucoup de liberating structure à ce moment-là, de permettre aux personnes donc de fabriquer ensemble des petits bouts de solutions qui vont permettre d'avancer et d'opérer ce changement adaptatif. Et là, ce que j'ai trouvé extrêmement génial dans la voie dialogique, c'est qu'on va laisser ces personnes tester leur embryon de solution et donc de réaliser des expériences auto-organisées. Donc, on est complètement connecté à la culture agile que nous aimons beaucoup et c'est très disruptif, évidemment, dans certaines entreprises de pouvoir permettre à des personnes de réaliser des expériences auto-organisées. Mais c'est comme ça qu'on va procéder. Et puis derrière, on va apprendre aux gens à apprendre des résultats, à apprécier en fait ce qui s'est passé. Évidemment, on aura réellement appris quand on aura réussi, mais même des expériences, elles ont le droit d'échouer. Hein, donc, c'est ce qui permet d'expérimenter des choses, apprendre quand même des échecs et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la prochaine fois, quoi. Évidemment, derrière, on va déployer les réussites. Donc, voilà en fait ce qu'on va trouver derrière la voie dialogique. Et donc, après, il y a tout un tas de ruses, quelque part, évidemment, pour actionner ces différentes parties. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, on est très connecté à la culture de l'agile, quelque part, puisqu'on va avancer vraiment de manière itérative et incrémentale. On va embarquer un maximum de monde donc, dans des schémas collaboratifs en assurant la sécurité psychologique des personnes. Et on va délivrer rapidement, en fait, de la valeur. On va également avoir un temps réflexif en permanence par rapport aux résultats de cette expérience et l'amélioration qu'on va permettre, en fait, ou l'évolution qu'on va permettre va ne se faire que via des expériences. J'ai retrouvé, en lisant des livres que je vais vous recommander derrière, en fait, ces gens-là parlent d'agilité toutes les 3 pages sans, je pense, connaître ou voir citer notre manifeste agile ou autre. Donc là, j'ai trouvé vraiment des choses qui m'ont énormément plu quelque part et très connecté donc aux travaux d'Alistair Coburn et puis donc ce fameux cœur de l'agilité. Donc j'ai trouvé que c'était extrêmement intégratif tout ça. Alors les bouquins, c'est beaucoup en anglais aujourd'hui. Donc il y a un bouquin, donc vous allez trouver tout ça sur le BMI Institute avec Jarvis Bush par exemple qui est derrière tout ça. Il y a un gros bouquin bleu qui est pas forcément facile à trouver, qui est un bouquin collectif très riche à l'intérieur. Donc vous pouvez, si vous avez le courage, vous plonger directement dedans. Sinon, ce que fait le BMI aujourd'hui, c'est qu'ils sortent les chapitres principaux en fait de ce livre-là pour en faire des petits livres pratico-pratiques
de 100 pages. À la limite, s'il y en a un par lequel vraiment qui couvre énormément de choses, prenez Hosting Generative Change de Mark McErgo, qui est la personne qui est le co-auteur du Host Leadership aussi, qui est très bien. Et puis tout ce qui concerne la dynamique du changement génératif par Jervis Bush aussi est une super approche. Et comme tout ça, en fait, s'appuie sur le constructionnisme social. Donc moi, quand on m'a parlé de ça, ce terme-là, ça m'a fait un peu peur. Heureusement, on a pu me recommander un petit livre en français de 100 pages de Kenneth Gergen et de Marie Gergen, qui est extrêmement simple à lire, très pratico-pratique et qui met tout de suite vraiment l'accent sur voilà, l'importance du dialogue structuré. On n'est pas là pour faire du blabla. Et en quoi le dialogue est vraiment l'outil principal qu'on va devoir utiliser pour pouvoir avancer ensemble. Puis si vous allez aller plus loin, bah, il y a un beau bouquin de Kenneth Gargan sur le constructionnisme social et c'est la 3e édition, la 4e édition en fait va sortir bientôt. On va trouver des choses pour la conduite de changement, mais également pour pouvoir pour ces formations qui deviennent en fait des salles de classe dialogiques aussi. Donc on va le retrouver vraiment à toutes les sauces quelque part, ce truc-là. Voilà. Et donc, dans les épisodes suivants qui viendront, bah, je vous présenterai un peu comment utiliser le langage Solution Focus au travers de toute la voie dialogique, comment utiliser vraiment le host leadership, en fait, pour notamment sur la partie formulation de l'invitation, sur la préparation des espaces génératifs de créativité et d'engagement, la posture à adopter. Et puis, comme c'est très pratique, comment user et abuser des liberating structures. Hein, je vais me pousser ces petites liberating structures, cette petite famille d'ateliers qui est bien plus que des ateliers. Hein, c'est un vrai langage interactionnel. Comment s'appuyer dessus en fait pour aller derrière. Et puis bah, si vous avez envie, j'ai commencé à écrire tout ça dans un guide super pratique en français et en anglais. En fait, j'ai profité de mon Covid cet été que j'étais bloqué à la maison pour commencer à déposer énormément de choses. Donc, vous pouvez trouver tout ça. Donc, ça nourrit en fait quelque part la petite ONG que j'ai montée juste avant le Covid pour essayer de faire profiter énormément de monde de toutes ces choses-là. Et donc, là-dedans, vous allez avoir vraiment tous mes trucs et mes astuces par rapport à la voie dialogique. Voilà. Et ben écoutez, avec tout ça, je vous souhaite un bon voyage et puis j'essaierai de faire pas mal de conférences dans les Agile Tours, etc. l'année prochaine pour essayer de présenter tout ça parce que c'est vraiment une approche qui est juste extraordinaire et surtout qui réinstalle le dialogue entre les personnes dans les organisations. Partout où je passe, en fait, et c'est déjà ça qu'il faut remettre en place. Et puis, cette culture de l'apprentissage continu ensemble, de la fabrication continue ensemble, pour aller vers tout ce qu'on veut, dont l'agilité, mais aussi plein d'autres belles choses. Voilà, à bientôt, au revoir.